On s'aperçoit très rapidement que les réseaux de trafic d'armes, de drogue, d'organes, d'argent, des mafias bancaires, sont tous reliés entre eux par un dénominateur commun, qui est l'élite gouvernementale et judiciaire. Nous pourrions presque expliquer que tous ces réseaux ne sont en fait qu'un seul et unique, géré de près ou de loin par les gouvernements et les services secrets de tous les pays de cette planète. Les preuves sont là, les papiers officiels aussi, et pourtant, le système parvient à persuader la masse endormie que ce n'est qu'une illusion. Et derrière les pseudo-affrontements médiatiques et géopolitiques mettant en scène des divergences entre divers pays, divers castes, divers partis politiques, derrière le rideau, tous se retrouvent pour continuer à faire perdurer l'omerta de ces trafics nauséabonds dont la population semble, dans sa majorité, avoir accepté comme une réalité non modifiable. Pourtant c'est faux. Nous sommes nombreux à s'affirmer prêts à nous sacrifier pour un changement nécessaire. Mais nous avons besoin de vous et de votre réveil. Il n'est plus question de complotisme. Ce sont des faits. Il vous suffit juste de chercher, plutôt que de croire bêtement à votre télé. Retirez ces œillères et rejoignez-nous. Rejoignez-nous tous. Un réveil international s'opère depuis quelque temps. À vous de rejoindre le combat pour pouvoir un jour dire à vos petits-enfants, vers les années 2020, une grande révolte éclata et j'en faisais partie, plutôt que de dire « Désolé, je suis navré, mais à l'époque, je n'y croyais pas. On disait que c'était du complotisme, alors je n'ai rien fait. » La guerre est proche, très proche. Soyez du bon côté. Moi je suis un papa, moi, donc je sais les placements d'enfants, donc on est tous concernés par ça. Je citerai, il y a Christian Maillot, qui est connu sous le nom de Stan Maillot. Il a, que l'on croit ou pas ce qu'il a dit, lorsqu'il a été condamné, il a été jugé le 19 juin dernier au tribunal de Poitiers en appel de sa première condamnation. Le juge lui a donné un temps de parole et pendant 1 heure, il a dit précisément combien coûtaient ces placements d'enfants. C'est plusieurs milliards, 3, je crois, au moins 3 milliards ça coûte. Donc il a dit dans les détails, il a dit qu'il a des dossiers, plus de 5 gigaoctets de dossiers, il l'a dit au juge. Il a dit mais quand il y aura un magistrat honnête pour voir ces problèmes-là, parce qu'on a parlé du juge Bailey qui est Bailey, donc B-A-I-2-L-Y je crois, il était juge pour enfants ou de la famille, quelque chose comme ça, à Dijon. Donc dans les affaires pédophiles, parce qu'il a été en garde à vue, où il a donné sa fille. Donc lui, on a dit qu'il n'a pas été condamné, parce que lui, ce qu'il fait avec sa femme, ça le concerne, dans ces questions d'échanger, oui c'est vrai. Mais comme il lui proposait sa fille, et bon, il n'a pas été condamné, il a fait quand même de la garde à vue, mais il n'a pas été condamné parce qu'ils disent qu'en fait rien n'a été fait, c'était juste proposé. Donc heureusement que rien n'a été fait. Et c'est le procureur quand même de Besançon qui s'appelait... Monsieur Manteau, je crois. Enfin, je n'ai même pas envie de dire monsieur. Parce que, ah oui, les procureurs et les juges sont censés donner des lois au nom du peuple, c'est-à-dire au nom de votre nom, au mien, donc c'est des fonctionnaires. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de magistrats qui ont été condamnés pour des histoires pédophiles. Alors, ils ont eu la plus grosse des sanctions, c'est être mis à la retraite. Donc, ils devaient toucher entre 4 et 5 000 euros au moins par mois à la retraite. Et rien ne dit qu'ils ne continuent pas un peu leurs activités. Là, malheureusement, il y a eu un incendie à Nantes et on sait que celui qui a commis dans l'incendie, on a trouvé un corps d'une jeune fille, je crois que c'est la semaine dernière, pardonnez-moi, la semaine dernière, et celui qui a fait ça, il avait pris 18 ans de prison pour 9 viols en 2013. Oui, c'est vrai. Alors, et il y a moins de 15 jours de cela, il a violé une petite de 15 ans qu'il a dans la journée, qui sortait de chez elle, il l'a attrapée et il l'a violée, il l'a tuée et puis il a mis le feu à... Donc, mais où je veux en venir, donc ça fait une grosse histoire. Et le procureur, il a dit que c'était triste, que la société, elle avait fait l'erreur de... Comment ça se fait que quelqu'un qui est condamné à 18 ans de prison, qui est sorti avant et qui recommence juste après sa sortie, c'est lui le procureur, c'est pas nous. La société, c'est vous, c'est moi. On l'a pas libéré, on l'a même pas condamné, c'est lui qui l'a fait. Le 27 mars 2000, Élise Lucet présente le reportage sur Pierre et Marie. Il est alors question de viol en réunion, précisément de viol rituel dans un hôtel chic de Paris, où les enfants décrivent avec un effroi palpable des abus et des meurtres de jeunes âmes pouvant aller jusqu'au nouveau-né, par des adultes, vêtus de longues toches blanches arborant un rectangle en leur centre. Toute l'affaire est anonymisée,
allant jusqu'à taire le nom de la juge Collabo qui prononcera le non-lieu. Dès lors, nous pouvons sentir l'odeur, même à cette époque, du lourd silence qu'entourent les affaires des réseaux pédophiles, pour ne pas dire pédosataniques. Toutes les personnalités mêlées à cette investigation sont, de façon très opaque, dissimulées derrière un anonymat insoutenable. Suspects, coupables, juges, magistrats, tous à la même enseigne. Suite à la mise sur écoute du père en question, nous apprenons qu'il aura le bras suffisamment long pour connaître directement depuis le bureau du juge et du procureur l'avancée de l'enquête. Un peu plus tard, nous découvrons ensuite un peu plus en profondeur ses incohérences avec le milieu de la magistrature. À ce stade, nous pouvons déjà palper la corruption qu'occupent ces milieux, mais surtout le lien répété selon les affaires entre ces personnes suspectées d'appartenir à des réseaux pédophiles et les plus hautes instances judiciaires de notre pays. Les experts mandatés pour examiner les accusations des enfants seront tous formels. Ils ne mentent pas. Pourtant, aucun de leurs rapports ne sera pris en compte durant le procès. Les écoutes téléphoniques, quant à elles, seront éludées, mettant bien trop en évidence les liens entre l'accusé et les services mêmes qui seront en charge de rendre un jugement. Sans trop de surprise, un non-lieu sera rendu avec la mention de rétablir le partage de la garde des enfants avec le père accusé. La mère essaiera malgré tout de se battre jusqu'au bout et obtiendra en Suisse, auprès de Georges Glatz, responsable de l'association du CID, le témoignage pouvant faire réouvrir le procès grâce à des enfants victimes dans d'autres affaires qui, sur photo, pointeront du doigt les mêmes accusés. Mais même munie de ces nouvelles preuves accablantes, l'appel en France ne passera pas. La mère, devant alors partager à nouveau la garde des petits, n'aura d'autre option que la fuite du pays pour les mettre à l'abri. En fin d'émission, un débat eut lieu sur le plateau de France 3. Complaisance avec la direction de la police et la manière dont fut traitée l'investigation, soutien d'effectifs des juges et magistrats qui rendirent le verdict de non-lieu, rapport psychologique soutenant que les enfants ne mentent pas, éludés dans leur intégralité, corruption évidente de la magistrature passée sous silence. Mais le couperet tombera malgré tout. Martine Bouillon, substitut du procureur au tribunal de Bobigny, balancera au milieu d'un plateau honteux et mal à l'aise qu'elle a connaissance de charniers d'enfants en région parisienne. Cette confidence lui coûtera sa carrière. Dès le lendemain matin, dans l'urgence et l'angoisse, toutes les autorités en place démentiront. Mais le Conseil supérieur de la magistrature, dans lequel siège le président de la République de l'époque Jacques Chirac, n'en restera pas là. Ils ne laisseront pas impunis ce qui pourrait les faire tomber, tous, et ainsi, la sanction tombera le même jour, moins de 24 heures après la projection du reportage. Martine Bouillon sera d'abord mutée de la région parisienne. À présent bâillonnée, elle ne s'exprimera plus sur les tenants et aboutissants de ce qu'elle eut le courage de dire sur le plateau. Une proche de Pierre Mazet, l'homme qui eut la grande présence d'esprit de numériser le documentaire avant qu'il ne soit complètement enterré, aura un contact avec une personne ayant réussi à approcher Martine Bouillon pour obtenir plus d'informations sur l'après de ses déclarations. Elle lui confiera les mots suivants. Le haut magistrat qui lui assigna l'ordre de mutation, Michel Joubrel, fut par la suite mis en examen pour pédopornographie. Au dire des enquêteurs, certaines des 10 à 15 000 photos pédophiles saisies chez ce magistrat étaient à la limite du supportable. Les membres du réseau dont il faisait donc partie s'échangeaient des photos de viols d'enfants et de bébés. Michel Joubrel sera condamné. Il n'écopera donc que de 8 mois de prison avec sursis. Sursis ou acquittement, concrètement dans les faits, aucune différence. L'affaire, ainsi que la médiatisation de ce genre de cas s'arrêtera là. Le tabou absolu doit être installé. Plus aucune affaire de réseau mêlant le territoire français ne sera plus jamais exposée. There's Paris. Here we are at Paris' school. Here's Starry's room. Did you visit me there? I don't remember, but then I saw a video. Wasn't I there? You don't remember it? No. I feel like we both blocked it out. Mom and Dad always loved, like, hiding things from Everything. They're the king and queen of sweeping everything under the rug. Yeah. My parents always hid everything from us. So I would listen on the phone. That's how I got all my intel. And I remember it was a school night. It was the middle of the night.
and I just heard screaming, bloody murder. I knew there was a takedown in the works. I didn't know it was people coming in and capturing her. I thought I was being kidnapped. I started screaming for my mom and dad, like, help me. And no one came. As they were taking me, I saw my parents standing by their door, crying. And I was like, please help me, what's happening? And no one would tell me what was happening. And then in the morning, it was breakfast, and Paris didn't come to the breakfast table. And then my parents were like smiling, like everything's fine, and we didn't ask any questions. And then I think they said she like went to boarding school. There's no getting out of there. You're sitting on a chair, staring at a wall all day long, getting yelled at or hit. I felt like a lot of the people who work there got off on torturing children and seeing them naked. They would prescribe everyone all these pills. I didn't know what they were giving me. I would just feel so tired and numb. Some people in that place were just gone. Like, the lights are on, no one's home. A lot of people were on suicide watch. Hello? Hi. Hey, how's it going? Good. Catherine. How are you? Email. Awesome. Are you ready for tomorrow? Yes. I'm excited. I'm nervous. Yeah. You're not going to be the only one. Yes. The sample photos I sent you, those are from other girls that were in other programs, but I think it kind of maximizes your some of the skills you have as far as social media and raising awareness that way. Yeah, this is amazing. I love it. The whole campaign about breaking silence is about coming out and saying, this happened to me, and it kind of empowers others who they were ashamed about talking about before. I've never discussed this publicly with anyone, so it's I bet. going to I mean, be like a shock to people, I'm sure, because no one knows. Oh, yeah. But, like, it's the right thing to do to help kids. Definitely. I can't even imagine the fact that they have 9-year-olds in there now. Like, what? 8-year-olds, no less. 8? 8-year-olds. My name is Catherine McNamara, and I'm a survivor of Provo Canyon School. I was force-fed. I was cut off from friends, family. I witnessed girls be physically and emotionally and sexually abused. I was emotionally abused by staff, by other peers. What's up? I don't know if we can. There's no pressure. Okay. I understand. Thank you. I witnessed and endured physical abuse, restraints, emotional, mental abuse. I was forced onto medications. I was taught that everything that happened to me was all my fault. I'm speaking out because no child deserves to be punished for expressing their feelings. Especially when that punishment just equals more torture and more trauma. I've got to be done. That was awesome. Mais regardez attentivement le timeline de ce qu'il s'est passé avec l'affaire Epstein. Il est arrêté en descendant d'avion de son retour de France. Telle une traînée de poudre, les médias de d'autres pays prennent à leur tour le relais. En France, pas un mot. Il faudra attendre septembre 2019. Là, Marlène Schiappa, auteure de livres porno et ministre de l'égalité homme-femme, réclamera une enquête. Une question légitime, de qui se fout-on ? Telle une pièce de théâtre, ils nous joueront du haut de l'Élysée une scène stupide et grotesque de désaccord entre ceux qui réclament une enquête et ceux qui ne le désirent pas. Si vous avez cru à cela, je vous arrête immédiatement. Il n'y a aucun politique français
qui désirait que l'on s'attarde sur cette affaire et encore moins d'ouvrir une enquête. Mais il fallait une protestation fictive et Marlène Schiappa prit le rôle de la grande justicière. Amusant, pour ne pas dire pire. Celle qui prône l'éducation sexuelle des enfants en bas âge, franc-maçonne à la grande loge féminine parisienne, qui est assez naïf pour le croire. Alors penchons-nous sur l'enquête en France. Le tour est rapidement fait. Seuls les Français mentionnés dans les journaux internationaux les plus connus seront cités dans les médias collaborateurs français. Il s'agira donc du prince pédophile Andrew, Jean-Luc Brunel, Jean-Yves Le Fur sera à peine murmuré, et pour finir, Ghislaine Maxwell. C'est ici que vous pouvez palper sans embâche le scandale et la supercherie. En effet, il y a beaucoup plus de noms, très importants, que les Français auraient dû entendre et lire sur les grandes pages des médias. Pour simple exemple, Linda Pinto et de son frère Alberto, le décorateur d'intérieur de Jacques Chirac. Parlons aussi de Caroline Lang, la fille du pédophile notoire Jacques Lang. Ce dernier, ironie du sort d'être un imbécile, confiera à un journaliste avoir dîné plusieurs fois dans l'appartement avenue Foch de Jeffrey Epstein. Détail important à prendre en compte, Ghislaine Maxwell ramènera pour son anniversaire dans les années 2000 3 petites de 12 ou 13 ans à Epstein depuis la France jusqu'aux États-Unis. Là encore, pas un mot, rien, silence absolu. Nous sommes en été 2020, un an s'est écoulé, il n'y a toujours pas la moindre enquête, pas la moindre interpellation, pas le moindre dossier ouvert, et fait absolument scandaleux, toujours pas de juge de nommé, permettant ainsi de ne jamais ouvrir de procès. En face de nous, il ne va pas hésiter à nous montrer comment il brisait les nuques de ses victimes jusqu'au claque final. Voilà, c'est quelqu'un qui Donc il raconte ça à son fils qu'il n'a pas vu depuis des années, et c'est ça qu'il lui raconte. Il y a un moment terrible où Selim lui demande si c'est vrai qu'il a la maladie de Parkinson, chose qui nous avait été rapportée par un journaliste de France 3 et qui s'est avéré faux. Quand nous lui posons la question, il se met à mimer des spasmes terribles et à s'auto-étrangler, langue pendue, jusqu'à éclater de rire. Il trouve encore le moyen de rigoler. Il a avoué 9 meurtres, Michel Fourniret. Il se vante d'être pire que Dutroux. Son fils et vous-même pensez qu'il y en a bien davantage? Ah oui, bien sûr. Vous savez, quand Michel Fourniret est arrêté, on retrouve dans la fourgonnette qui lui servait à chasser de jeunes vierges, comme il disait, une trentaine d'ADN qui, encore aujourd'hui, demeurent non identifiés. C'est terrible. Vous avez été entendu à la suite de cette rencontre avec Fourniret, puisqu'il vous avoue le meurtre de Johanna Parish. C'est moi-même qui vais apprendre la nouvelle à monsieur Roger Parish, qui est le père de Johanna, et qui, depuis 1990, quand même, se demandait ce qui est arrivé à sa fille. Et personne n'était en mesure de lui dire. C'est quand même fou. Il avait lancé une pétition en ligne, monsieur Roger Parish, pour dénoncer l'engourdissement de la justice française. Alors, est-ce que c'est moi qui suis fort, ou est-ce que ce sont les autres qui Je vous pose la question. Je vous la retourne. Je pense pas que je suis pas si fort que ça. Non. Je pense pas. Non. Mais quoi, alors il est protégé. Il est protégé, Fourniret. Vous le dites dans le livre. J'allais dire, vous le sous-entendez. Non, vous l'écrivez. D'accord, oui, c'est vrai. Écoutez, il y a beaucoup de mythes journalistiques autour de l'affaire Fourniret, il y a beaucoup de tabous, notamment l'appartenance de Michel Fourniret à la franc-maçonnerie, au Grand Orient de France, dans la loge des Frères Unis Inséparables. Ça, je vous l'annonce, mon livre devait sortir il y a déjà 1 an, dans une maison d'édition belge. Des gens se sont interposés, mon téléphone a chauffé. On m'a interdit de dire ça. Il y a une phrase très importante dans ce livre qui est répétée souvent, que vous écrivez à plusieurs reprises. Tout est important, rien n'est important, on a le temps. Oui, c'est une phrase de Michel Fourniret, qu'il tient de son vénérable maître, en loge justement, un certain Deschamps, dont je dévoile le nom sans hésiter, chose qu'on a voulu m'empêcher de sortir. Donc, Pierre-Paul Deschamps. Exactement. J'ai toutefois modifié le prénom pour éviter tout procès en diffamation. Donc ça doit être un Jean-Jacques plutôt que Pierre-Paul. Il faut savoir quand même dans ses lettres, Michel Fourniret écrit noir sur blanc, vraiment, j'ai cette lettre, je l'ai envoyée aux enquêteurs de la section de recherche de Dijon. Je m'en suis pas caché, je la garde pour les enquêteurs si jamais ils veulent l'avoir. C'est monsieur Deschamps commander des machines spéciales entre guillemets à Michel Fourniret pour son laboratoire. Mais ça c'est ce que vous dit effectivement, c'est ce qui vous écrit Michel Fourniret. On est d'accord qu'on a affaire à un menteur compulsif. Si vous voulez, il pensait parler à son fils. Et si vous voulez, moi, il y a même un grand journaliste de France 3 qui m'appelle en me disant, mais écoute, on le sait très bien que Michel Fourniret est maçon.
Il a été initié au ministère de la franc-maçonnerie, on le sait, mais on s'en fout. Tu ne vas pas l'écrire, enlève ça. Pourquoi dire, pourquoi m'auto-censurer? Si ça n'évoque rien, pourquoi le censurer? Vous avez une conviction aujourd'hui, Olivier Pouris-Santoro? Vous avez une conviction, vous avez quelque chose, un doute Je pense qu'il y a une part de vérité. Moi, je ne prétends pas détenir la vérité absolue. J'ai peut-être une petite parcelle de vérité qui mérite réflexion. Je ne suis pas policier, je ne suis pas avocat. Non, je suis journaliste. Mon métier à moi, c'est de dire la vérité. C'est pour ça que je vous demande si vous avez une conviction qui s'est forgée au fur et à mesure des choses. Et vous savez, dans ce livre, je dévoile également, preuve à l'appui, que Michel Fourniret était présent au procès Ranucci en 1976. C'est la justice belge qui en est persuadée, sur la base de photos quand même, où il y est on voit sous prétendu sosie. C'est un sujet qui a été balayé de façon méprisante par la justice française d'un revers de manche. Mais c'est intéressant à noter, c'est une piste. Au même titre que les zones d'ombre de l'affaire Ranucci, comme il a beaucoup. Mais revenons un instant à ces hautes instances qui prononcent des non-lieux dans des affaires aussi graves, malgré l'accumulation flagrante de preuves. En ordonnant en parallèle la mise en arrêt de simples voleurs de sandwich qui, eux, ne prennent pas de sursis mais bien de la prison ferme. Car des hauts responsables de la magistrature ou non continuent, eux, bel et bien, de tomber dans des affaires similaires, mettant en avant encore et toujours l'existence au sein même de nos institutions de réseaux pédophiles vastes et étendus et si grandement protégés par ces derniers et par le gouvernement lui-même. Il y a quelques semaines, un juge, président du tribunal des enfants à Dijon, fut attrapé pour avoir mis sa fille sur un site échangiste pour la faire participer à ses pratiques sexuelles à lui et à sa femme. Son nom, quant à lui, sera passé sous silence absolu. Le juge, devant s'occuper du dossier, se montrera très complaisant envers son confrère, prétextant qu'il est rempli de remords, qu'ils ont les preuves qu'il n'est jamais passé à l'acte, que tout ceci faisait partie d'une sphère imaginaire et de fantasmes, que sa femme n'était pas du tout au courant, bien que partageant le compte en question. Elle sera d'ailleurs blanchie avant le moindre début d'enquête. Le 13 août 1996, le violeur d'enfants et meurtrier belge Marc Dutroux était arrêté. Mais c'est seulement 7 ans et demi plus tard qu'il a été inculpé comme auteur principal, même s'il y avait de nombreux indices qui montraient qu'il était impliqué dans un réseau pédophile. Dès le début, l'éclaircissement des crimes a été massivement empêché et 27 témoins ont perdu la vie dans des circonstances mystérieuses avant l'ouverture du procès. Une survivante, Regina Louf, a raconté des sex-parties perverses impliquant des enfants et allant jusqu'au meurtre extrêmement cruel. On comptait parmi les auteurs beaucoup de hautes personnalités, comme des politiciens, des industriels, des PDG, des avocats ou des magistrats. Mesdames et messieurs, jusqu'à aujourd'hui, le cas de Dutroux n'a malheureusement jamais été élucidé assez profondément. Tant que les instigateurs des réseaux pédophiles de la haute politique ne sont pas tirés à la lumière et punis, il y aura encore des politiciens qui feront passer, sous la contrainte, des décisions qui vont contre les droits et la volonté de la population. Ils ont enterré l'affaire espagnole, Opération Trinity. Seul Spoutnik écrira quelques rares lignes en français. 2 Français à la tête de ce réseau, mettant en lumière plus d'1 million de fichiers pédos. Un réseau qui était en train, grâce au soutien des services sociaux espagnols leur procurant des jeunes garçons, de mettre en place des formules voyage tout compris pour le Maroc, où les petits garçons allaient être fournis avec le voyage, l'hôtel. Sachez que ce réseau opère depuis au moins 40 ans. Les têtes changent, certaines têtes tombent, mais le réseau prospère à travers le monde et en Europe depuis des décennies. Dans les années 80, un réseau tombe aux USA, mettant en lumière le plus gros trafic pédopornographique du pays à l'époque. Les contenus pédos proviennent d'Europe. Le réseau continue et tombe à nouveau dans les années 90. Le réseau de Valence. Les têtes changent et le réseau perdure. Pour retomber une énième fois en 2016. Là, nous retrouvons plusieurs responsables. D'abord les secondaires, dans les noms de Miguel Aviles Fernandez, Martin Rafael Chanza Almudever, José Cardona Serra, Fernando Aguilera Garrido, Youssef en Nassiri, puis les dirigeants principaux dans les noms de Christian Arson et Jean-Luc H. Baker, souvent nommé Jean-Luc H. Mis en prison à titre préventif en 2016, Christian Arson et Jean-Luc H. Baker seront libérés sans la moindre raison et après 3 ans de préventive en attendant leur procès,
quelques jours seulement avant de passer au tribunal. Corruption évidente et effrayante de la pédojustice espagnole. Les hommes disparaîtront dans la nature, bien évidemment. La France n'extradant pas, il y a de fortes probabilités qu'ils soient cachés parmi nous sur le sol français. Il sera dit que Interpol les recherche, mais mensonge habituel, aucun d'eux ne figure sur la liste Interpol des gens recherchés. Les infos dans les médias sont erronées, mais nous parviendrons à remonter une info capitale. Nous sommes retournés sur le passé de Jean-Luc H. Baquer. Avant d'arriver en Espagne, il produisait des films porno en France. Et il travaillait pour Michel Ricot et Gérard Menou. Gérard Menou, aussi connu comme le roi du porno en France à l'époque, travailla avec Daniel Messinger, premier fournisseur en matériel vidéo de Gérard Menou. Des extraits de ces dites productions furent retrouvés dans les CD-ROM de Zandvoort. Messinger était en relation avec Nioul et Dutroux et fut à l'époque inculpé pour viol sur des enfants de 8 à 12 ans. Gérard Menou, lui, était aussi en relation avec Dutroux, confession de sa propre voix. Nous avons donc Jean-Luc H. Baquer à la tête d'un trafic de petits garçons pour du contenu pédopornographique en Espagne, qui travaillait avec un homme connecté directement aux réseaux Zandvoort et Dutroux. Ces deux réseaux, il est important de le mentionner, ne sont en fait qu'une seule et même affaire. Dutroux ou Zandvoort, c'est la même histoire, les mêmes personnes impliquées, et là, nous avons sous la main un homme qui travaillait au tournage de films porno, révélés à l'époque comme dissimulant de la pédopornographie. Vous faites le lien ? On pourrait croire que déjà tout ceci est énorme. Pourtant, ce n'est pas tout. Loin de là. Est-il nécessaire de mentionner qu'en plus de tout cela, après plusieurs années de préventive, ils furent libérés juste avant le procès afin de pouvoir s'échapper ? De quoi avait-il peur ? Quel nom aurait-il pu donner ? Quel réseau cachait-il ? Les connexions sont rapides. Dutroux, Zandvoort, Trinity. Encore une fois, le même réseau. Nous venons de tomber sur une affaire qui n'est autre que la descendance même de Zandvoort et Dutroux réunis. Nous verrons ce que dira le président de la République, puisque je vois qu'à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, il s'exprimera sur les violences faites aux femmes. Violences faites aux femmes, c'est une chose, mais violences faites aux enfants... Ah mais les violences faites aux femmes, c'est pas un tabou chez nous. Oui. En revanche, j'aimerais bien entendre notre président de la République s'exprimer sur les violences sexuelles faites aux enfants. Oui, c'est vrai. Parce que ça, c'est une réalité. Il y a eu, vous savez, le hashtag balance ton porc. Oui. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait le hashtag balance ton pédo. Oui. Parce qu'aujourd'hui, des pédophiles en France, nous en avons des centaines qui pullulent dans les écoles, qui pullulent dans les associations sportives et qui pullulent aussi dans les milieux politiques et médiatiques. Donc il est grand temps de s'emparer de cette question-là et d'avoir des paroles politiques sur ces questions-là. Et le changement de la loi en fait partie. Là, je dirais, les cours d'assises, ces jugements-là ne sont que le reflet de notre société. Aujourd'hui, nous ne voulons pas voir les viols d'enfants, nous ne voulons pas les entendre et surtout, nous ne voulons pas les sanctionner. J'ai une question à vous poser avant d'entrer dans les chiffres et avant d'essayer de comprendre comment font les autres. En France, la France est-elle un pays dur et répressif vis-à-vis de ceux qui commettent des crimes ou des délits sexuels ? Mais écoutez, je vais être franche, la France est l'Eldorado des pédophiles. Vous dites que c'est l'Eldorado des pédophiles ? C'est l'Eldorado des pédophiles puisque la sanction judiciaire, lorsqu'elle existe, est bien moindre. J'ai pu également affirmer, et je le répète, aujourd'hui, mieux vaut violer un enfant que de dealer 6 grammes de shit dans la rue. La sanction est beaucoup plus lourde pour le dealer que pour celui qui viole un enfant. Bah écoutez, ça va faire plus d'une année qu'un certain nombre d'éléments scientifiques et objectifs ont été versés dans le dossier de l'instruction et que nous avons un magistrat instructeur et un procureur qui se refusent à les regarder, à les analyser et à en tirer les conséquences. Aujourd'hui, nous avons une petite fille qui est maintenue dans un milieu intrafamilial que j'estime objectivement, et l'avocat de l'instituteur en question estime également, que nous sommes dans un milieu de maltraitance et physique et sexuelle. Aujourd'hui, Pardonnez-moi, au sein de sa famille ? Au sein de cette famille, oui, exactement. Dans ce dossier, il a pu être exhumé un élément qui avait un peu, je dirais, été écarté de tous les autres. Il s'agit d'une expertise médico-légale, et je vais l'affirmer aujourd'hui, qui démontre
plus de 7 mois après les faits dénoncés, que cette petite fille, elle a encore des lésions au niveau de l'appareil génital, qu'elle a des hématomes sur le corps, des excoriations, des blessures au niveau du visage. Ça, 7 mois après les faits dénoncés. Tout ça a été versé dans le dossier du juge d'instruction au mois de novembre. Et cette petite fille est toujours dans sa famille. J'insiste, tous ces éléments nouveaux dont vous nous parlez ce matin ont bien été versés au dossier avant la fin de l'année, courant novembre, et pour l'instant, aucune suite n'est donnée par la justice à ces éléments que vous avez portés à sa connaissance. Exactement. Je suis rendue à pas moins de 3 courriers au magistrat instructeur dans lequel je le demande une désignation d'administrateur ad hoc, qui est une personne tiers qui va représenter et défendre l'intérêt de cette petite fille. Silence radio. Je demande la désignation d'un avocat. Silence radio. Je demande à ce que sa sœur aînée soit également intégrée à la procédure, soit expertisée, soit auditionnée en ma présence. On verra si on a une réponse. Je crois qu'il est grand temps que ce milieu intrafamilial soit confronté, et ils le savent, et ils le savent, tout ce qu'il y a comme élément dans le dossier, puisqu'ils ont leur propre avocat. C'est ça qui est assez extraordinaire. J'insiste, vous vous appuyez bien sur de nouvelles expertises médicales. Oui, exactement. Ces expertises... Elles n'étaient pas d'ores et déjà dans le dossier. Si, attention. Les expertises médico-légales, elles étaient dans le dossier, mais un rapport complémentaire a été versé entre novembre et décembre, le temps que les avocats en aient la copie du dossier. Voilà pourquoi aujourd'hui, en fait, nous pouvons faire en tout cas, je peux faire une demande d'acte. Comment expliquez-vous cette situation qui, telle que vous nous la décrivez, et comme peuvent l'entendre ce matin l'ensemble des auditeurs d'RTL, paraît absolument invraisemblable et anormal. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a une enfant qui est en danger et qui n'est pas protégée. Je le dis avec mes mots le plus simplement du monde. Il y a 2 questions qui se posent dans ce dossier, et puis vous connaissez, mais on fera en parler. On a une maman gendarme dans ce dossier, et elle est issue de la même gendarmerie qui est en charge de l'enquête. Ça, déjà, c'est une première difficulté. Est-ce que ça joue? Je ne sais pas, je pose la question. La mère de l'enfant, je le dis plus directement concernant nos éditeurs, travaille en tant que gendarme au sein de la brigade de gendarmerie qui est censée mener l'enquête. Nous sommes bien d'accord? Exactement. Première chose. Deuxième chose, c'est une affaire où il y a déjà eu une erreur qui a été commise à l'égard d'un instituteur. Et je crois qu'il y a une espèce de peur au sein de cette instruction d'en commettre une autre. Sauf que la première erreur, elle a été commise parce que il y a eu une réaction dans la précipitation. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des éléments de preuve scientifique. C'est quand même pas rien. Nous avons un ADN. Et il y a des condamnations sur seulement un ADN qui existe dans la justice qui démontre que dans la culotte de cette petite fille qui présente tous les stigmates d'un viol, il y a l'ADN d'un proche de cette petite fille. C'est quand même pas anodin. Il y a des constatations médico-légales, il y a pas moins de 3 experts génétiques et biologiques qui sont unanimes quant à l'origine de ce sperme et comment il a pu arriver dans la culotte de cette petite fille. Ils sont tous unanimes sur la manière dont le viol a été commis. Ils sont unanimes sur la thèse, je dirais, des proches de cette petite fille. Voilà, moi ça me met beaucoup en colère ces dossiers-là, parce qu'on a rarement autant d'éléments objectifs, encore une fois, dans ce dossier, qui devraient conduire à des mises en examen. Et moi je les attends, et ça va faire près d'1 année que je les attends. Le réseau opérait caché derrière une société que les journalistes nommeront HOM. La société n'existait pas. Alors, jouons avec l'algorithme de Google, en modifiant le nom, en retirant, en ajoutant des lettres, nous trouverons le Saint Graal. La société porte en réalité le nom de HCOM Production SL. Elle est domiciliée au 46 rue Tapioles à Barcelone. Sauf qu'à cette même adresse figure une seconde société portant le nom de Sale Adult Line Only SL. Traduisons, vente adulte seulement. Cette société appartient à Frédéric Ernest né Sanson. Une société au nom évocateur qui est domiciliée à celle de HCOM SL, dissimulant un trafic pédophile. Mais nos trouvailles ne s'arrêteront pas là. Dans les registres du commerce espagnol, nous découvrirons avec stupéfaction que Jean-Luc Ashbaker était le gérant de Sale Adult Line Only. Les 2 sociétés sont donc intrinsèquement liées. Nous recherchons donc tous les Frédéric né Sanson du monde entier, précisément Frédéric Ernest né Sanson. Cependant, avant de continuer, mentionnons une petite chose. Nous ne portons accusation de rien. Nous exposons les faits et le fruit de notre travail.
Voici le profil de l'individu. Il eut fait campagne pour la République en marche de Macron. Il était le grand chancelier de la loge franc-maçonne Memphis Mizraïm International. L'homme, sur son profil Facebook, est très souvent en vacances au Maghreb, lieu où le réseau espagnol avait prévu de monter ses hôtels all-inclusive pour pédophiles. Et accrochez-vous encore. Il a une société parisienne se situant à 5 numéros de l'appartement de Jeffrey Epstein, avenue Foch. Cela fait beaucoup trop pour croire que tout ceci est une coïncidence. Qui était à la tête de ce réseau ? Qui était le patron de Jean-Luc Ashbaker et Christophe Arson ? Pourquoi la société de Frédéric Ernest Nessanson est domiciliée à la même adresse et employée dans le passé en tant que gérant Jean-Luc Ashbaker ? Nos conclusions, au-dessus de Jean-Luc Ashbaker, se trouvait Frédéric Nessanson. My name is Alexandra Zarini. I am filing a lawsuit against my stepfather, mother, grandmother, and others because I was sexually abused by my stepfather, Joseph Ruffalo, from the age of 6 years old. My mother, Patricia Gucci, and grandmother, Bruna Palombo, did not protect me. They did not shield me. They allowed it to happen. But I am coming forward publicly today because as hard as this is for me, I feel it is my duty to expose the misconceptions about child sexual abuse and to raise awareness that every single day, we, as a society, are failing to protect the most vulnerable and innocent among us, our children. If you think this doesn't happen here in Beverly Hills, then you should know that my perpetrator still lives in California, spends time at the Bel Air Country Club, and volunteers in your children's hospitals. This is not something that only happens to other families in other neighborhoods or other countries. It is everywhere and happens to children in all countries, all states, all ethnic backgrounds, and all neighborhoods. I'm also speaking out because when I was abused and sexually assaulted, I had no one to protect me, no one to save me, and no one who did anything about it. This is far too common. There needs to be accountability for those people who look away and who don't stop child sexual abuse from happening. That inaction is costing us lives and robbing children of their future. Once children have been abused, they will struggle to come forward because they believe they will be judged. But it is the perpetrators and those who protect them that need to be judged, not the survivors. Survivors of child sexual abuse, myself included, will tell you that this is one of the worst things that can happen to you. You lose your childhood, and you fight against the painful legacy abuse leaves with you your entire life. In my late teens and early 20s, I experimented with drugs for a couple of years to help deal with the memories and the trauma of my abuse. It took me many years to become more grounded in who I was. And in some ways, I am one of the lucky ones. Talking about what happened to me saved my life. Without that communication, I would have been another statistic. A child who gets abused will have to live with this trauma their whole life. If you are a celebrity, influencer, actor, politician, musician, educator, or a mother like me, or a father like my husband, fighting child sexual abuse needs to be your cause too. If you are in a position to raise awareness and help to protect just one child with your actions, then I'm asking you, emphatically, do whatever you can. Rappelez-vous, ils ont enterré l'affaire du trou en Belgique, allant jusqu'à éliminer les témoins. 30 témoins assassinés, passés sous la coupe du suicide. Remplacement du juge qui semblait enclin à offrir la justice, menace de mort afin que son travail ne soit pas fait correctement. Les hauts profils accusés ne seront jamais investigués. Bref, un scandale judiciaire qui reste à ce jour impuni. Ils ont enterré l'affaire Zandvoort. L'homme les ayant découverts sera fortement puni. Monsieur Vervlossen, jeté en prison pour ne s'être soumis à la pression, sera jugé pédophile et décédera derrière les barreaux. Pour la justice, les victimes n'existent pas. Les parents français reconnaissant leurs enfants sur les CD-ROM recevront l'insulte que ce sont des sosies. La ministre Guigou mentira en plein direct
durant le journal télévisé français, se disant prête à recevoir les CD-ROM pour les étudier, alors qu'elle les possédait depuis plus d'une année. Sont dans le CD-ROM que nous ne disposons pas. La justice a demandé, y compris aux journalistes qui peuvent posséder ce CD-ROM, de les communiquer à la justice. Tout le monde ment. Personne n'enquête. Le parquet de Paris, par l'intermédiaire du juge Yvon Talec, qui dira, et je cite, que la plupart des clichés pédopornographiques furent pris avec l'accord des enfants et des parents, que les photos sont vieilles, qu'il faut minimiser. Ils concluront tout cela avec Frédéric Malone, commissaire divisionnaire de la direction centrale de la police judiciaire qui, à l'époque, nous affirmera sans cligner de l'œil que les réseaux n'existent pas. Ils ont enterré l'affaire amie de Lisa, usant d'un stratagème bien trop connu et si répétitif de l'incrimination des dénonciateurs. Ce n'est plus les réseaux qui tombent et les pédophiles qui sont jugés. Non, en France, ce sont les dénonciateurs et lanceurs d'alerte qui sont emprisonnés. Ils ont enterré l'affaire d'Outreau, blanchissant tous les accusés, omettant de parler du réseau similaire qui s'opérait à 2 immeubles de là, et ne préciseront jamais que certains sont retombés pour des faits similaires. Étrange pour de soi-disant innocents. À la place, ils instaureront, en tant que ministre de la Justice, Dupond-Moretti, le coupable de tous ces acquittements dont il est question. Personne ne semble faire le rapprochement qu'un tel avocat fut désigné pour représenter un groupe de pédophiles sans le sou et vivant en HLM. Un ténor du barreau, pro de l'acquittement, défendant des petites gens de quartier populaire dans une affaire où les enfants victimes nomment des notables comme étant les agresseurs. Comprenez-vous à présent ? Ils ont enterré toutes les affaires de réseaux pédophiles, car toutes mentionnaient à un moment ou à un autre un magistrat, un franc-maçon, un juge, un responsable des services sociaux, un directeur d'association pour enfants, ou une tête politique œuvrant pour ce gouvernement ou un précédent. Ils enterrent tout ce qui pourrait remonter aux plus hautes instances du pays. La désinformation obtenue par le bras armé de nos dirigeants s'opère par l'intermédiaire des médias. Pas un en particulier, mais tous. D'un commun accord, nul n'a autorisation de faire étalage de ces réseaux qui sont pourtant sous votre nez. Et le réseau espagnol ne fut jamais, au grand jamais mentionné dans aucun média français. Quelle conclusion en tirez-vous ?